Mesdames, Messieurs, 7 leçons ont passé dans cette exploration des bibliothèques invisibles que nous avons commencé cette année. Et il me semble qu'après ces 7 leçons, nous commençons à y voir un peu plus clair dans ces bibliothèques invisibles et dans l'utilité d'un tel concept. Plus clair, du reste, n'est peut-être pas le terme judicieux. Il s'agit plutôt, au contraire, de rendre opaque, visible, concret, solide, ce qui, dans ces bibliothèques invisibles, aurait tendance justement à vouloir échapper au regard, et aurait d'autant plus tendance à échapper à notre regard que s'interpose entre la bibliothèque invisible et nous une autre bibliothèque, bien matérielle celle-ci, susceptible d'accaparer toute notre attention. La bibliothèque comme institution réelle, comme lieu situé dans l'espace et dans le temps, et à l'intérieur duquel nous pouvons entrer, que nous pouvons visiter, ou nous pouvons même consulter des livres quand les conditions sanitaires nous le permettent. La bibliothèque visible est le masque de la bibliothèque invisible, trop discrète celle-ci par rapport à sa jumelle matérielle. Or, je n'ai pas entrepris ici une histoire des bibliothèques. Cette histoire est passionnante, elle est faite par des historiens du livre, mais tel n'est pas mon objet. Mon objet n'est pas non plus l'histoire de l'imaginaire des bibliothèques dans la culture, dans la littérature, dans la fiction. Il m'est arrivé de recourir à des fictions particulières d'écrivains, à Borges, à Anatole France, pour illustrer tel ou tel aspect du sujet. Mais c'était toujours en témoignage visible et tangible d'une caractéristique des bibliothèques invisibles. Revenons en effet à ce que nous nommons ici bibliothèques invisibles ou bibliothèques mentales. J'ai défini ainsi la bibliothèque invisible comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Ou, pour le dire autrement, comme une représentation mentale de collections d'œuvres et de textes existant au niveau individuel ou collectif, plus ou moins explicites ou conscientes, et qui, quoique mentales et non matérielles, n'en exercent pas moins, parfois, des effets sur la réalité. Et ce dernier point est important, car si les bibliothèques invisibles restaient toujours invisibles, on pourrait, à la limite, s'en désintéresser et les tenir pour des objets négligeables. Or, c'est précisément parce que ces bibliothèques mentales ont des effets dans le monde qu'elles doivent même nous intéresser. L'un des effets principaux des bibliothèques mentales consiste précisément dans la création et l'organisation de bibliothèques réelles, de bibliothèques empiriques. Toute bibliothèque matérielle reflète, en quelque manière, une bibliothèque invisible, celle de ses créateurs, celle de ses responsables, de ses utilisateurs. Il n'y a pas de bibliothèque empirique qui ne soit précédée d'une représentation mentale de l'organisation des œuvres qui la composent. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à quelques bibliothèques existant dans la réalité qui nous entoure pour tâcher de repérer, à travers ces occurrences concrètes, la mise en œuvre de représentations plus ou moins explicitement avouées, en particulier à travers l'examen des catalogues et des cotations où se noue, de la façon la plus manifeste, le lien entre bibliothèque invisible et bibliothèque visible. Ainsi, avons-nous examiné, entre autres, la classification décimale universelle et celle de Melville Dewey, qui l'a inspirée. Nous avons examiné le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, comme celui de la Bibliothèque de l'École normale supérieure, et nous avons pénétré la dernière fois dans une bibliothèque fondée au XVIIIe siècle, mais toujours debout, toujours en activité, et restée, c'est cela qui nous intéresse, restée dans son jus, si je puis dire. La bibliothèque palatine de la ville de Parme, en Italie, fondée en 1762 par les ducs de Bourbon
et dont le catalogue fut conçu et rédigé par Paolo Maria Pacciaudi. Ce qui a attiré notre attention la dernière fois, c'est l'organisation particulière de la classe de livres dite philologique. La plus proche, donc, cette classe de livres, parmi tous les livres qui composent la bibliothèque, la plus proche de ce que nous nommerions aujourd'hui littérature. Sauf que, précisément, cette classe philologique ne correspond pas exactement à notre définition moderne de la littérature. Cette classe philologique se présente en effet plutôt comme la relique ou le témoin intact de ce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle on nommait belles lettres. L'ensemble des sections composant la classe philologique peut donc être lu comme une description en extension, c'est-à-dire sous la forme d'une liste, une description en extension de la catégorie des belles lettres au XVIIIe siècle, époque de création de ce catalogue par Pacciaudi. Alors, rappelons juste les 15 sections de cette classe philologique que j'ai mises ici au propre de manière plus lisible et en français. Vous avez d'abord donc G, les grammairiens et orateurs, H, les traités d'art oratoire et poétique, I, les poètes grecs et latins, K, les poètes modernes, européens essentiellement, L, la prose, fabulistes et romanciers, la poésie érotique et satirique, M, la mythologie, les emblèmes et les hiéroglyphes, N, les inscriptions et devises et les monnaies, O, les polygraphes, critiques et dialoguistes, auteurs d'apologétique et les recueils d'apophthegmes, P, les épistoliers sacrés et profanes, Q, l'histoire littéraire, les polémiques littéraires et les vies de lettrés, R, les actes des grandes académies européennes, S, les éphémérides littéraires et politiques, T, les dictionnaires et encyclopédies, V, les bibliographies, catalogues et ouvrages de typographie, et enfin X, les mélanges d'opuscules de diverses disciplines. Voilà, la liste est complète. Alors, ce que nous nommons littérature aujourd'hui, où cela serait-il dans cette liste? Eh bien, vous le voyez, ça correspondrait peu ou prou à ce qui serait en bleu dans cette liste. À savoir, la littérature, aujourd'hui, ce que nous nommerions littérature, coïnciderait avec les sections G, H, I, K, L, les grammairiens, l'art oratoire, les poètes, la prose, L, prose, et puis on sauterait à O avec les polygraphes, P, les épistoliers, les lettres, et Q, l'histoire littéraire, les polémiques littéraires et les vies de lettrés. Donc de G, H, I, K, L, puis O, P, Q, voilà ce qui correspondrait peu ou prou à notre définition moderne de la littérature. Il est intéressant de constater que les sections M et N, qui s'intercalent au milieu de cette liste, à savoir la mythologie, les emblèmes, les hiéroglyphes, les inscriptions, les devises, la numismatique, les monnaies, eh bien, ne feraient pas partie de ce que nous nommerions aujourd'hui littérature. Et pourtant, ces sections M et N sont intercalées dans la série que nous nommerions littéraire. Eh bien, nous pouvons appeler pré-littéraire la série complète, de G à Q, intégrant les lettres M et N, à savoir la mythologie, les emblèmes, les hiéroglyphes, les inscriptions, les devises, les monnaies. Donc cette série-là, de G à Q, serait la série pré-littéraire. Et nous pouvons appeler littéraire, au sens moderne du terme, cette même série, mais en faisant abstraction mentalement des sections M et N qui ne correspondent pas à notre définition de la littérature, puisque nous ne mettons pas dans la littérature la numismatique ou les hiéroglyphes ou les emblèmes qui ne font pas partie aujourd'hui. La question que pose cette organisation pré-littéraire, dont témoigne l'organisation de la Bibliothèque palatine de Parme, la question que pose cette organisation pré-littéraire est celle-ci. Que change à la conception de la littérature le fait qu'elle comprenne la mythographie et les inscriptions et devises? Il n'y a là en fait rien de propre à la bibliothèque palatine de Parme. Encore aujourd'hui, si on y fait bien attention, le nom par exemple de l'Académie des inscriptions et belles lettres
Académie des inscriptions et belles-lettres, nous rappelle le bon voisinage des belles-lettres d'un côté et de l'épigraphie, la science des inscriptions, de l'autre. Donc nous avons encore d'autres témoignages de ce voisinage. Mais il s'agit ici de bien plus que d'une histoire de voisinage ou de bons voisins. Car les objets mentaux n'existent pas individuellement. Les objets mentaux sont constitués en réseaux. Et ces réseaux déterminent leur sens, déterminent leur valeur, déterminent leur fonction. La proximité de l'épigraphie d'un côté et de la littérature au sens moderne du terme, cette proximité de l'épigraphie de la littérature propose en réalité un autre rapport à la littérature, un autre rapport à la mémoire, un autre rapport à l'institution, un autre rapport à l'individu et un autre rapport à la forme. Développons ces quatre termes: mémoire, institution, individu et forme. S'agissant de la mémoire, nous voyons que dans la pré-littérature, celle qui a un rapport avec l'épigraphie, celle qui intègre l'épigraphie, les inscriptions lapidaires, eh bien, l'œuvre est là pour durer, elle est inscrite dans la pierre. Et l'écriture lapidaire participe à un effet de monumentalisation. Elle est là pour créer une mémoire. Et l'œuvre s'inscrit elle-même dans ce monde prélittéraire, elle s'inscrit elle-même dans la durée d'une tradition, et d'une tradition qui remonte à l'Antiquité classique, cette histoire des inscriptions sur la pierre, qui existait évidemment déjà dans l'Antiquité grecque et romaine, et qui ont été poursuivies à l'époque classique, au XVIIe et XVIIIe siècle. Par opposition, dans la littérature, celle qui exclut ce rapport à l'épigraphie, la littérature de la modernité, eh bien, la littérature moderne, elle, ne valorise beaucoup moins la question de la monumentalisation qu'au contraire, l'idée du spontané, de la spontanéité, de l'originalité et de l'instant présent dans lequel se crée l'œuvre littéraire. Voilà donc une première différence entre le régime prélittéraire et le régime littéraire, s'agissant de la mémoire. S'agissant de l'institution, maintenant, eh bien, l'écrit lapidaire est sanctionné par une autorité. On n'écrit pas sur une pierre comme cela, selon son bon vouloir, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il faut qu'une institution vous commande de le faire, vous y autorise. L'écrit lapidaire est toujours institutionnel, il est sanctionné par une autorité. Et nous savons que sous l'Ancien Régime existait un régime précisément de censure et de privilège sur la publication du texte que nous nommons, nous, littéraire. Inversement, la littérature moderne, elle, s'épanouit dans un régime de liberté de parole, qui en est la condition. Un régime de liberté de parole qui est issu des révolutions démocratiques. Donc opposition ici claire entre l'Ancien Régime d'un côté et la révolution démocratique qui coïncide avec l'émergence de ce que nous nommons, nous, littérature. Quant au rapport à l'individu, maintenant, eh bien, l'écrit prélittéraire, comme l'inscription épigraphique, comme l'inscription lapidaire, cet écrit prélittéraire n'est pas incompatible avec l'anonymat. Bien au contraire, la personnalité de l'auteur, dans le régime prélittéraire, la personnalité de l'auteur s'efface le plus souvent derrière l'œuvre. Et l'auteur y adopte parfois, souvent même, un masque de convention. Je renvoie par exemple aux poésies érotiques latines de Tibulle, de Catulle et de Properce. Pendant longtemps, les historiens de la littérature se sont échinés pour savoir quel était le caractère de Tibulle, de Catulle et de Properce, jusqu'à ce que quelqu'un comme Paul Venn, dans son livre sur les élégies érotiques romaines, eh bien, montre qu'en fait tout cela c'était en grande partie des phénomènes de convention. Mais ces phénomènes de convention, on les a évidemment aussi dans la poésie, dans la littérature d'Ancien Régime, qu'on pense aux lettres de la religieuse portugaise, qu'on pense au personnage de Louise Labbé, dont ce poète, cette poétesse lyonnaise du XVIe siècle, dont Mireille Huchon a montré que c'était peut-être simplement une simple création littéraire de poète et que le personnage lui-même de Louise Labbé n'existait pas.
Et donc, dans le régime prélittéraire, le masque de convention domine. Alors que dans la littérature moderne, bien au contraire, c'est assez évident, eh bien, c'est l'auteur individuel qui est mis en lumière. C'est sa personnalité qui s'exprime à travers l'œuvre littéraire. Et la littérature moderne s'organise autour des auteurs puisque l'œuvre est censée précisément refléter l'auteur. D'où cette critique, qui est assez représentative du régime littéraire, la critique de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve qui va chercher derrière l'œuvre, que l'œuvre n'intéresse que parce qu'elle représente un être humain, une personne, et c'est la personne qu'il va essayer de retrouver derrière l'œuvre. Voilà pour l'individu. Terminons avec la forme. Là aussi, les contrastes sont assez évidents. L'écrit lapidaire s'adapte à l'espace disponible. On écrit sur un monument et le monument, il est là. Il faut faire avec. L'écrit prélittéraire est contraint, lui aussi, par les conditions de sa production. Il ne prévaut pas sur la contrainte sociale. La contrainte sociale est première et on s'adapte à la société. Au contraire, dans le régime littéraire moderne, l'œuvre littéraire prétend à une autonomie souveraine par rapport aux contraintes sociales. Alors cette autonomie, sans doute, est au moins en partie fantasmée, mais au moins elle est fantasmée, elle est présente dans l'imaginaire de cette littérature moderne. Et pour en revenir à cette question de forme, la forme et la taille de l'œuvre littéraire ne sont dictées que par la liberté créatrice de l'auteur, et non pas par un espace qui serait disponible, ou un espace au sens matériel du terme, ou un espace au sens figuré, un espace déterminé par les contraintes sociales. Donc voilà pour ces 4 jeux de différence concernant la mémoire, le rapport à la mémoire, à l'institution, à l'individu, à la forme, entre le régime prélittéraire et le régime littéraire, en prenant appui sur le fait que dans le régime prélittéraire, précisément, l'épigraphie, la pratique des inscriptions lapidaires fait partie de la littérature. Qu'est-ce que cela implique pour ce régime prélittéraire? Alors, on pourrait poursuivre, bien sûr, ce jeu des différences entre prélittérature et littérature. Et en particulier, nous voyons que des sections qui prendraient pour nous, dans une bibliothèque, qui prendraient pour nous une place gigantesque, comme le roman, ne sont considérées dans la bibliothèque palatine que comme un fragment de sous-section. Le roman, c'est un fragment de la section L qui comporte la prose, les fabulistes, la poésie érotique et satirique. Et vous noterez aussi que dans ce catalogue de la bibliothèque palatine de Parme, le théâtre n'est pas même nommé, parce qu'il est en fait intégré à la poésie. Mais arrêtons-nous encore une fois, pourtant là, à ce catalogue et à cette différence entre le régime prélittéraire et le régime littéraire tel que l'illustre, de manière tout à fait exemplaire, ce catalogue de la bibliothèque palatine de Parme. L'intéressant pour nous est quand même de voir que ce n'est pas la même chose de lire de la poésie ou du roman quand il voisine avec l'épigraphie, puisque l'épigraphie suit juste après la catégorie de la prose, et là où figure le roman. L'épigraphie voisine donc avec la poésie et avec le roman, parce que nous n'imaginons pas aujourd'hui, dans le régime littéraire où nous vivons encore, nous n'imaginons pas Proust voisiner avec le corpus des inscriptions latines ou avec un recueil de médailles. Un bibliothécaire qui ferait cela dans une bibliothèque aujourd'hui serait considéré comme fou. Il serait sans doute anachronique, il ne serait pas fou, mais cela ne se ferait pas. Mais nous ne le ferions pas parce que pour nous, l'œuvre de Proust appartient à la littérature au sens moderne du terme. Alors je vous propose maintenant une expérience de pensée. Transportons-nous mentalement dans l'univers de la pré-littérature. Cette littérature où l'épigraphie voisine avec le roman et la poésie. Et examinons quelques romans phares de cet univers prélittéraire. Par exemple, Rabelais, Cervantes et Madame de Lafayette. Si, au lieu d'envisager ces 3 œuvres dans notre organisation de la littérature, si nous imaginons que, dans la bibliothèque palatine de Parme, nous trouvons les volumes de Rabelais, nous trouvons Don Quichotte
où nous trouvons la princesse de Clèves dans la proximité physique des recueils épigraphiques, alors c'est notre lecture de ces 3 romans qui change. Et soudain, les citations grecques et latines de Gargantua et de Pantagruel nous semblent non plus marginales. Le lecteur moderne saute par-dessus ces citations, mais elles ne sont pas marginales, mais elles deviennent d'un seul coup centrales. Et on pourrait même dire la même chose de Montaigne. C'est le texte des essais pour Montaigne qui est marginal par rapport aux citations, et non pas l'inverse. La lecture moderne a plutôt tendance à faire l'inverse, à regarder d'abord le texte de Montaigne et à même pas à s'intéresser aux citations qu'il fait. Or, nous savons que Montaigne a écrit son livre à partir des livres qu'il lisait, des citations qu'il en extrayait. Voilà pour Gargantua et Pantagruel, pour les citations. Mais pensez au roman de Cervantes. Don Quichotte nous paraît soudain un jeu sur les lieux communs, un jeu sur la doxa, cette doxa, par exemple, dont s'amuse Borges dans Pierre Ménard, auteur du Quichotte, l'histoire mère de la vérité. Vous vous rappelez peut-être cette citation de Cervantes dans la nouvelle de Borges, qui est réécrite par Pierre Ménard. C'est un jeu sur la doxa. Eh bien, ce jeu sur la doxa, c'est précisément ce jeu que ne cesse de faire Cervantes à l'intérieur de ce roman. Pensez à ces proverbes dont raffole Sancho Panza, qui en est quasiment il est malade des proverbes, il se cite des proverbes à tout bout de champ. Et donc, ce rapport à la doxa, à la devise, est un rapport fondamental, est quelque chose d'absolument central dans la construction du Don Quichotte. Et pensez maintenant à Madame de Lafayette. Pensez à cette participation de La Rochefoucauld au roman de Madame de Lafayette, puisque nous savons qu'il y a plus ou moins un peu, ou beaucoup peut-être, participé. Eh bien, cette participation de l'auteur des Maximes au roman de Madame de Lafayette ne nous paraît plus si étonnante, puisque le roman se propose en vérité comme la mise en fiction d'une maxime de l'amour, c'est-à-dire d'une devise qui aurait pu être inscrite sur une pierre. Et le fait qu'un roman comme La Princesse de Clèves puisse avoir plusieurs auteurs, là aussi n'est pas un problème dans le régime prélittéraire, puisque une œuvre peut avoir plusieurs auteurs. L'auteur n'est qu'un masque de convention imposé en tête de l'œuvre. Et donc, d'un seul coup, la bibliothèque palatine de Parme nous éclaire très concrètement le régime prélittéraire. Et elle nous éclaire sur ces œuvres que nous ne nommons littéraires que par abus et par anachronisme. Et l'on voit ainsi comment l'organisation de la bibliothèque immatérielle déteint sur les œuvres individuelles. Les œuvres individuelles, en effet, prennent place à l'intérieur d'un ordre. Un ordre que le poète et critique anglo-américain T.S. Eliot décrivait comme un ordre idéal, c'est-à-dire idéal au sens un ordre qui existe en idée, un ordre mental. Et T.S. Eliot décrivait cet ordre idéal dans un essai fameux, La tradition et le talent individuel, paru en 1919. Voici cette description de l'ordre idéal par Eliot. Donnons-lui d'abord la parole dans sa langue, pour une fois. What happens when a new work of art is created is something that happens simultaneously to all the works of art which preceded it. The existing monuments form an ideal order among themselves, which is modified by the introduction of the really new work of art among them. The existing order is complete before the new work arrives. For order to persist after the supervention of novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly, altered. And so, the relations, proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted. And this is conformity between the old and the new. Whoever has approved this idea of order, of the form of European, of English literature, will not find it preposterous that the past should be altered by the present
as much as the present is directed by the past. Ce qui arrive lorsqu'une nouvelle œuvre d'art est créée, c'est quelque chose qui arrive simultanément à toutes les œuvres d'art qui l'ont précédée. Les monuments présents forment entre eux un ordre idéal qui est modifié par l'introduction de l'œuvre d'art nouvelle, celle qui est réellement nouvelle parmi eux. L'ordre présent est complet avant que n'arrive la nouvelle œuvre. Et pour que l'ordre persiste après l'apparition de la nouveauté, il faut que l'ordre présent dans sa totalité soit retouché si peu que ce soit. Et ainsi, la relation, la proportion, la valeur de chaque œuvre d'art par rapport au tout se réajuste. C'est cela, la conformité entre l'ancien et le nouveau. Quiconque approuve cette idée d'ordre et d'une forme de la littérature européenne et anglaise ne trouvera pas absurde que le passé soit retouché par le présent, autant que le présent est orienté par le passé. Le passé retouché par le présent et le présent orienté par le passé. Selon Eliot, l'art et la littérature forment des totalités organisées, dont les éléments, les œuvres, sont en relation permanente les unes avec les autres. Ce qui est représenté dans ce texte d'Eliot, dans cette description de l'ordre idéal des œuvres, est en vérité une configuration beaucoup plus complexe qu'une bibliothèque matérielle. Une bibliothèque matérielle semble occuper de l'espace, un espace tridimensionnel. Elle se répartit sur des murs divers, dans plusieurs salles, sur plusieurs étages, dans plusieurs bâtiments, voire dans plusieurs lieux. L'apparence est celle d'un volume, un volume de forme complexe pour une bibliothèque matérielle. Mais en vérité, du point de vue de sa réalité intellectuelle, une bibliothèque matérielle ne consiste qu'en un seul rayonnage. Un rayonnage unique, replié sur lui-même, sous la forme d'étagères, les unes au-dessus des autres, les unes à côté des autres. La succession des cotes dans une bibliothèque, et en particulier dans la classification décimale universelle, la succession des cotes est une succession linéaire dont témoigne l'usage des chiffres et l'usage de l'alphabet. Et il est théoriquement possible, même si c'est pratiquement infaisable, de ranger tous les livres d'une bibliothèque donnée sur une ligne droite, comme il est possible d'étirer la protéine de l'ADN habituellement enroulée et empaquetée sur elle-même. Et ainsi, on sait que la capacité volumétrique d'une bibliothèque se mesure en mètres linéaires de rayonnage. C'est ainsi que les bibliothécaires mesurent leur bibliothèque. Et on sait par exemple que la Bibliothèque nationale de France recèle sur le site de la bibliothèque François Mitterrand, recèle 400 km linéaires, c'est-à-dire la distance de Paris à Lyon. Si on mettait tous les livres côte à côte, plat contre plat, eh bien on pourrait faire le trajet en marchant sur les livres de Paris jusqu'à Lyon. Alors, dans un tel système linéaire, si grande soit la ligne, si longue soit-elle, eh bien la position d'un volume dans l'ensemble n'est déterminée que par les deux voisins qui l'entourent. Un volume n'est en relation directe qu'avec les deux voisins qui l'entourent. Voilà pour la bibliothèque matérielle. Le système proposé ici par T.S. Eliot est beaucoup plus complexe. Chaque œuvre, ici, est en relation constante non pas seulement avec ses voisines directes, mais avec le tout. Et c'est ce qu'on a dans l'organisation de Wikipédia, dont nous avions parlé dans une séance précédente. On est ici dans un système multifactoriel qui ne pourrait être représenté adéquatement en mathématiques que par une matrice à plusieurs dimensions. Et plus simplement, on pourrait se représenter un espace tridimensionnel où chaque œuvre, dans le système éliotien, où chaque œuvre occuperait une place donnée et où l'ensemble se réorganiserait par l'arrivée de l'œuvre nouvelle. Ce qui signifie qu'à cette triple dimension de l'espace s'ajoute, selon Eliot, une quatrième dimension. Et cette quatrième dimension, c'est celle du temps, car cet espace
cet ordre idéal des œuvres, est en évolution constante et en mutation permanente. Et on voit bien par cette illustration qu'une bibliothèque invisible est infiniment plus complexe qu'une bibliothèque matérielle. À la différence d'une bibliothèque invisible qui est en mouvement ininterrompu, une bibliothèque matérielle, quant à elle, est relativement stable. La bibliothèque matérielle ne sait, grosso modo, que croître. Croître, parfois sur une base régulière, grâce aux acquisitions, grâce au dépôt légal, par exemple. Et dans une bibliothèque matérielle, les réorganisations complètes sont rares. Une cote qui a été attribuée à un volume est en général attribuée pour l'éternité. De nouveaux systèmes de cotation peuvent entrer en service, mais ils laissent en général intacts les volumes déjà catalogués et cotés. C'est ce qui s'est passé à la Bibliothèque nationale de France en 1996, quand on est passé de la cotation Clément, qui datait du XVIIe siècle, à la cotation actuelle, qui est une cotation simplement par ordre d'arrivée des livres dans la bibliothèque. Mais les livres qui avaient déjà été cotés n'ont pas été changés, n'ont pas changé d'ordre. Et dans la bibliothèque matérielle, les réductions de collections sont parfois mises en œuvre, toutefois, par la pratique de ce qu'on appelle désherbage. C'est le terme officiel pratiqué dans la langue bibliothéconomique. Les réductions de collections s'appellent des désherbages, et le désherbage élimine les ouvrages les moins lus ou jugés les moins intéressants. Eh bien, à bien des égards, c'est un peu paradoxal, peut-être, à bien des égards, la pratique du désherbage est ce qui rapproche le plus une bibliothèque matérielle d'une bibliothèque immatérielle. Parce que dans une bibliothèque immatérielle, l'oubli joue un rôle fondamental, et nous aurons l'occasion, je crois, d'y revenir. Le désherbage pratiqué dans les bibliothèques matérielles, le désherbage, si regrettable qu'il puisse être dans l'absolu, le désherbage est l'une des manifestations les plus claires du caractère idéal, c'est-à-dire mental, de l'ordre existant dans toute bibliothèque, même matérielle. C'est en quelque sorte l'esprit agissant directement et volontairement pour de bonnes, ou peut-être trop souvent, peut-être pour de mauvaises raisons, sur le contenu de la bibliothèque en éliminant des livres qui sont censés ne plus avoir d'intérêt. Autre différence entre la bibliothèque matérielle et la bibliothèque invisible. Une bibliothèque invisible n'a pas besoin d'une bibliothèque matérielle pour exister. Mais la réciproque n'est pas vraie. Toute bibliothèque matérielle est basée sur une bibliothèque invisible. Les bibliothèques matérielles reflètent l'organisation de la bibliothèque invisible de leur concepteur. Plus précisément, elles offrent la projection géométrique sur une ligne droite à un instant t donné de l'espace tridimensionnel d'une bibliothèque immatérielle. Et ici, en parlant d'espace tridimensionnel, je pense à cet ordre idéal dont parlait tout à l'heure T.S. Eliot. Et donc, les bibliothèques matérielles proposent la photographie instantanée et plane d'un système volumineux qui est lui-même en constante évolution. Elles en gardent ainsi la trace. Elles gardent la trace de cet ordre idéal, de cet ordre mental. Elles en gardent l'empreinte, mais une empreinte imparfaite, bien sûr. D'où l'utilité des bibliothèques matérielles pour l'enquête archéologique que nous sommes en train de mener. Le paysage que forment les œuvres ne cesse de se transformer, ne serait-ce que parce qu'apparaissent des œuvres nouvelles qui modifient la structure même du paysage existant. C'est ce que rapportait T.S. Eliot à l'instant. Mais la bibliothèque matérielle, quant à elle, ne se transforme pas si aisément, comme on vient de le voir. Les catalogues fixent un ordre qu'il est malcommode de déranger. Et donc nous pouvons utiliser la bibliothèque matérielle comme le témoignage d'un ordre ancien de la bibliothèque invisible. Un ordre ancien à présent disparu, mais resté présent dans cet ordre de la bibliothèque matérielle. Et c'est ce que nous venons de faire pour la bibliothèque palatine de Parme, qui préservait pour nous cet ordre pré-littéraire
autrement disparu. Alors je puis vous faire part ici d'un souvenir personnel. Lorsque je travaillais à ma thèse de doctorat sur l'invention de la critique formaliste dans l'entre-deux-guerres, en France et dans les pays anglophones, j'étais en poste à l'université de Kyoto, au Japon. Alors, vous allez me dire que le Japon n'était peut-être pas le meilleur endroit pour enquêter sur les littératures anglaises et françaises d'avant la Seconde Guerre mondiale. Détrompez-vous, car il se trouve que la bibliothèque de l'université de Kyoto avait reçu en legs, dans les années 1930, la bibliothèque d'un ancien lecteur d'anglais de l'université, un ancien professeur d'anglais de l'université de Kyoto, qui y avait travaillé dans les années précédentes, dans les années 1910 et les années 1920, au moment de la création de l'université de Kyoto. Et la bibliothèque de l'université de Kyoto, en accueillant ce legs, avait fait le choix judicieux, peut-être du reste imposé par les conditions du testament, je ne sais pas, mais elle avait fait ce choix, non pas de répartir les livres du professeur d'anglais, qui était un anglais lui-même, non pas de les répartir parmi les collections et de faire ainsi s'évanouir la collection du professeur en quelque sorte par capillarité dans l'ensemble des magasins, mais la bibliothèque de l'université de Kyoto avait créé une cote particulière réservée à cette bibliothèque personnelle. Et elle avait conservé des ouvrages, ces ouvrages, sur des étagères à part. Je me souviens encore très très bien de ce bloc d'étagères qui était là, qui formait quasiment une pièce à part. Et en me rendant auprès de ces étagères, je pouvais donc embrasser d'un seul coup d'œil la bibliothèque d'études d'un critique littéraire anglais de la période précisément qui m'intéressait. Et donc je pouvais me faire une idée assez précise du paysage littéraire et mental qui était le sien, et aussi des ouvrages qui lui servaient de référence. Et c'est une chose qu'il m'aurait été fort difficile de réaliser si les ouvrages avaient été éparpillés parmi les rayons de littérature anglaise, par exemple. Et donc l'information, cette information dont l'ordre et la composition de cette bibliothèque personnelle d'un critique anglais, cette information dont l'ordre et la composition de cette bibliothèque étaient les vecteurs, elle n'avait pas été perdue, elle avait été préservée jusqu'à aujourd'hui. Et cette information était précisément ce qui me donnait un certain accès à la bibliothèque invisible de cet universitaire. Une bibliothèque invisible dont la bibliothèque léguée à l'université de Kyoto était le reflet imparfait, certes, mais un reflet infiniment précieux pour moi qui voulait reconstituer le panorama littéraire et critique de l'époque. Eh bien, la bibliothèque invisible mentale de cet universitaire anglais des années 1920 avait donc disparu dans les faits avec la disparition de cet universitaire. Car les bibliothèques mentales meurent, en effet, avec les esprits qui en sont les véhicules. Mais cette bibliothèque invisible avait laissé une trace dans la bibliothèque matérielle que j'avais alors la possibilité d'explorer. Et voilà un avantage des bibliothèques matérielles sur les bibliothèques invisibles, la durée liée à la persistance matérielle des objets. Les objets sont et ils durent. Et il en va d'un livre comme d'une pierre, conservé dans des conditions particulières de température et d'humidité, préserver des insectes, préserver des moisissures et des rongeurs, et pour peu que le livre ne soit pas imprimé sur du papier acide qui s'autodétruit avec le temps, malheureusement un grand nombre de livres du XIXe siècle ont été imprimés sur ces papiers, ou au début du XXe siècle encore, eh bien un livre dans ces conditions particulières de conservation, qui ne sont pas très compliquées à assurer, un livre est destiné à survivre longtemps à son propriétaire. Non pas éternellement, certes, mais suffisamment pour permettre à plusieurs générations de lecteurs d'en profiter. Alors, pour mieux comprendre cette relation entre bibliothèque visible et bibliothèque invisible, le moment est ici venu d'entrer plus
précisément dans une série de définitions qui nous permettront de penser la constitution de ces différentes collections de textes et de ne pas les confondre. Il s'agit en effet de niveaux de réalité distincts, de stades d'évolution différents, et il importe de mettre au clair ces divers types de collections de livres ou de textes. Élaborons donc une théorie de l'archive, une théorie de la bibliothèque. Et partons pour ce faire de ce que nous connaissons le mieux, de manière intuitive tout au moins, à savoir la bibliothèque mentale. Cette bibliothèque mentale que chacun a dans la tête, à savoir l'ensemble des œuvres qui peuplent un esprit donné. Cette bibliothèque mentale, cette collection d'œuvres ou d'images mentales des œuvres, parfois il ne s'agit dans la tête que d'un simple titre, un ensemble de données parfois hétéroclites, nous en avons parlé, eh bien, cette bibliothèque mentale ne surgit pas toute seule dans l'esprit. Elle est le produit de lectures, elle est le produit de souvenirs, elle est le produit d'enseignements reçus, de conversations parfois. Et ces lectures, ces souvenirs, ces enseignements, ces interactions sociales diverses renvoient à des livres bien réels, quant à eux, qui figurent dans des bibliothèques matérielles. À de rarissimes exceptions près, toutes les œuvres qui sont représentées dans un esprit existent quelque part dans une bibliothèque matérielle sous la forme d'un livre sur une étagère. Je dis à de rarissimes exceptions près, car on peut aussi avoir dans la tête des représentations d'œuvres qui n'existent pas ou qui n'existent plus, qui ont été perdues. Pour les œuvres qui n'existent pas, on peut songer, je pense à, voilà, ça me vient à l'esprit, à la bibliothèque d'un amateur de Jean-Benoît Puech qui imagine des livres qui n'existent pas, à la manière de Borges aussi, qui imagine dans Fiction des romans dont il fait la critique littéraire, mais des romans qui n'existent pas. Mais je songeais aussi, on peut songer au livre 2 de la poétique d'Aristote. Ce livre 2 de la poétique d'Aristote qui occupe une place si importante dans Le nom de la rose d'Umberto Eco, et en quête duquel se mettent les protagonistes. Mais bon, il s'agit, vous comprendrez, vraiment d'exception, même si j'entends bien, par le travail que nous ferons ici sur les bibliothèques perdues, j'entends bien augmenter ici même le nombre de ces exceptions, en particulier par une réflexion sur les tragédies grecques, mais n'anticipons pas, cela viendra à son heure. À ces rarissimes exceptions près, donc, toutes les œuvres rassemblées dans une bibliothèque mentale ont leur correspondant réel dans une bibliothèque matérielle. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Et l'on peut même être à peu près certain que tous les livres disposés sur les étagères des bibliothèques visibles, des bibliothèques matérielles, n'ont pas leur correspondant dans une bibliothèque mentale. Pour le dire autrement, tous les livres réels conservés dans les bibliothèques visibles, tous ces livres-là n'ont pas été lus. Il y a des livres qui ne sont jamais lus, ou qui ne sont lus qu'une seule fois, et c'est même sans doute la majorité. Mais être lu même ne suffit pas. Même parmi les livres qui sont lus, le déchet est immense, presque infini. Il ne suffit pas à un livre d'être lu pour qu'on se souvienne de lui, pour qu'une représentation mentale en subsiste chez quelques lecteurs ou quelques lectrices. Le nombre des livres existants sur les étagères excède donc largement celui des livres souvenus. Je parle des livres souvenus, si vous me passez cette manière de dire, qui n'est pas tout à fait orthodoxe grammaticalement, on ne devrait pas dire ça, président, non. Mais la langue française, je fais toujours ici une parenthèse, la langue française a des problèmes avec les verbes de mémoire, se souvenir, se rappeler, et certaines formes ou certains emplois mériteraient d'exister qui ne figurent pas dans les dictionnaires. Souvenu, on ne devrait pas l'employer comme participe passé sous forme d'un verbe transitif. Alors je pourrais dire les livres remémorés, mais ce ne serait pas tout à fait le même sens que les livres souvenus. Donc je maintiens les livres souvenus. Et je termine ici ma parenthèse, je clôt ici ma parenthèse grammaticale. Bref, on peut dire que les bibliothèques mentales d'une population donnée, à un moment donné, sont incluses dans les bibliothèques visibles, d'où le schéma que je vous propose ici. En ce sens que ces bibliothèques mentales sont composées d'œuvres qui ont toutes leur correspondant, livresque ou matériel, sur au moins une étagère d'une bibliothèque visible.
Je n'ose pas dire que les bibliothèques mentales formeraient un sous-ensemble des bibliothèques visibles, car ce ne serait pas formellement tout à fait exact. Bibliothèques mentales et bibliothèques visibles se situent en effet à deux niveaux de réalité différents. Elles sont mentales pour les unes, elles sont matérielles pour les autres. Elles ne peuvent donc pas être mathématiquement le sous-ensemble les unes des autres. Mais c'est quand même l'idée. Les bibliothèques mentales forment la projection mentale d'un certain ensemble de livres existant dans les bibliothèques réelles. Et cet ensemble de livres est lui-même un sous-ensemble, et même un relativement petit sous-ensemble, de l'ensemble total des livres rangés sur les étagères. Inversement, on peut dire également que les bibliothèques matérielles expriment la bibliothèque mentale ou invisible de ceux qui les ont créées ou de ceux qui les gèrent. C'est ce que nous avons vu à l'instant, avec les différents exemples de bibliothèques que nous avons examinés, la bibliothèque d'Abbey Warburg dans une séance précédente, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque palatine de Parme, etc. Les bibliothèques matérielles font donc apparaître chez leurs lecteurs des bibliothèques mentales, mais ces bibliothèques mentales créent en retour d'autres bibliothèques visibles si ces lecteurs créent une bibliothèque personnelle ou publique. Alors, j'ai parlé des bibliothèques visibles ou matérielles au pluriel. Et en effet, immense est le nombre de collections de livres dans une ville, dans un pays, dans le monde. Et ce qui existe dans une bibliothèque ne se trouve pas forcément dans une autre. Mais nous pouvons mentalement fusionner toutes ces bibliothèques visibles. Et on peut ainsi considérer l'ensemble des livres figurant dans toutes les bibliothèques visibles dans le monde, ou bien dans un espace plus délimité qu'on peut définir, un pays, une ville, etc. Cet ensemble de livres représente la totalité des livres ou documents qu'il est possible de lire ou dont il est possible de prendre connaissance. Alors, nous pourrions appeler cet ensemble de tous les livres existants la bibliothèque totale, mais je préférerais lui donner le nom plus précis encore d'archives, que vous voyez ici, en m'inspirant des travaux du Stanford Literary Lab, qui a été fondé par Franco Moretti à l'université de Stanford, pour l'analyse statistique et numérique de la littérature, et en m'inspirant en particulier des travaux de Mark Algie Hewitt, Sarah Allison et Marissa Gemma. L'archive, et j'oserais même lui mettre un grand A, un A capital, l'archive avec un grand A, c'est l'ensemble de tous les documents existants quelque part sur la Terre. Et cette archive, avec un grand A, se divise en une multitude de bibliothèques matérielles, souvent très redondantes les unes avec les autres. Reprenons donc la proposition que j'avais énoncée tout à l'heure. Les bibliothèques mentales forment un sous-ensemble de l'ensemble des bibliothèques réelles. Elles forment donc un sous-ensemble de ce que nous pouvons nommer l'archive, avec un grand A, c'est-à-dire l'ensemble de tous les livres et textes disponibles dans le monde. Nous avons ainsi défini, pour l'instant, deux niveaux de bibliothèques. Les bibliothèques mentales d'un côté et de l'autre, l'archive ou les bibliothèques réelles. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller plus loin. Car l'archive elle-même, même avec un grand A, l'archive n'est pas la totalité des documents. Précisons, l'archive n'est pas la totalité des documents qui ont été produits. L'archive ne rassemble que tous les documents actuellement conservés quelque part dans une bibliothèque matérielle. Et nous pouvons généraliser un petit peu. L'archive ne rassemble que tous les documents existants à un moment donné, à l'instant T. Mais il est évident qu'à l'instant T-1, à une époque antérieure, l'archive est différente de ce qu'elle sera à l'instant T ou à l'instant T+1 à une époque postérieure. Des documents auront été perdus entre-temps, d'autres auront été créés et ajoutés à l'archive. Il est donc possible de considérer la succession de ces différentes archives au cours du temps, ainsi que l'histoire de cette succession. Et au-delà de ces différentes archives successives, on peut considérer l'ensemble des documents qui ont appartenu à un moment donné à l'une de ces archives ou qui appartiennent encore à l'archive actuelle. Et on peut aller un peu au-delà encore,
Et on peut considérer l'ensemble des documents qui ont été produits dans l'histoire de l'humanité, et en particulier les documents textuels. Ces documents n'ont pas été toujours proprement archivés, même à l'époque de leur production. Typiquement, le brouillon que produit un écrivain et qu'il jette ensuite une fois l'œuvre terminée, ce brouillon n'a jamais été archivé par principe. Mais on peut, dans la définition que je donne de ce qui précède l'archive, on peut effectivement l'imaginer, l'y mettre, ce brouillon, mentalement. L'archive n'est donc que ce qui reste, à un moment donné, de l'ensemble des documents qui ont été produits au fil de l'histoire humaine. Et c'en est même une partie minuscule, infime. L'archive, qui nous paraît à nous, rétrospectivement, qui nous paraît à nous figurer au commencement de toute notre connaissance du passé, l'archive n'est en vérité qu'un après-coup. Elle vient toujours après. Il y a un commencement avant le commencement. Et j'insiste sur cette idée de commencement puisque, je le rappelle ici avec Jacques Derrida, archive et le mot grec arché sont de la même famille, arché qui signifie en grec commencement, justement. Et cet ensemble des documents qui précèdent l'archive, qui précèdent notre commencement historique, en quelque sorte, comment le nommer? Comment le nommer? On pourrait le nommer la proto-archive, la pré-archive. On pourrait le nommer l'hypo-archive. L'hypo-archive sur le modèle de l'hypotexte forgé par Gérard Genette. Pour Genette, l'hypotexte est un texte qui sert de source à un texte ultérieur. Et ce texte ultérieur, c'est l'hypertexte. Tout cela fait un peu pédant, même si j'aime assez l'hypo-archive. Mais j'appellerais volontiers ce qui précède l'archive, j'appellerais volontiers la totalité, avec un grand T, le totum, le totum, prenant un mot latin, là aussi c'est un peu pédant, presque le totem en quelque sorte, ou même le passé, avec un grand P. L'archive n'est en effet que ce qui reste de la totalité des documents produits. Elle n'est que ce qui reste du passé. Et cette réflexion sur l'archive peut aussi facilement s'exporter dans d'autres domaines que le livre et les documents textuels sur lesquels j'ai focalisé mon attention jusqu'ici. Elle vaut aussi, cette réflexion sur l'archive, elle vaut aussi pour les œuvres d'art, pour les objets techniques et plus généralement pour toutes les productions matérielles et immatérielles, et même pour les faits et gestes de l'humanité au cours de son histoire. L'archive est ce qui nous reste d'une totalité ou d'un passé dont la plus grande partie a été perdue. Récapitulons donc. Les bibliothèques mentales ne représentent qu'un sous-ensemble de l'archive, et l'archive ne témoigne elle-même que d'une infime partie de la totalité ou du passé. Peut-on remonter plus haut que le passé? Chronologiquement ou historiquement, c'est sans doute impossible. Mais métaphysiquement, oui, on peut remonter plus haut, peut-être. Vous vous rappelez que la bibliothèque de Babel, imaginée par Jorge Luis Borges, la bibliothèque de Babel rassemble l'ensemble de tous les livres imaginables par la permutation aléatoire et systématique de toutes les lettres et signes qui composent une page de livre. Tout livre déjà écrit ou qui sera un jour écrit figure nécessairement dans la bibliothèque de Babel. Mais la bibliothèque de Babel contient un nombre presque infini de livres. Je vous en avais donné le nombre exact l'autre fois. Un nombre presque infini de livres qui ne seront jamais écrits. Du point de vue des documents de type textuel, pour revenir à ces documents de type textuel, on peut donc dire que la bibliothèque de Babel, qui est une bibliothèque fictive, c'est bien clair, cette bibliothèque est une hypothèse métaphysique. La bibliothèque de Babel contient tous les livres du passé, puisqu'elle contient toutes les possibilités de livres. Les textes du passé sont ainsi inclus, d'un point de vue purement théorique et presque métaphysique, dans la bibliothèque de Babel. Mais je souhaite bon courage à qui voudra les y retrouver. Alors nous voici remontés aussi haut qu'il est possible dans la théorie de l'archive. Je ne pourrais pas remonter plus haut, je pense. Changeons à présent de direction et redescendons l'échelle jusqu'à la
bibliothèque mentale. Y a-t-il un échelon plus bas que la bibliothèque mentale? Telle est la question. Nous avons surtout considéré la bibliothèque mentale comme une bibliothèque individuelle. Chaque individu porte en lui une mémoire d'œuvres qu'il a lues ou dont il ou elle a entendu parler. Et cette mémoire est organisée en différents rayons. Elle est organisée selon un ordre idéal, cet ordre idéal dont parle T.S. Eliot. Les œuvres dans cette mémoire y entretiennent des rapports les unes avec les autres. Mais cette mémoire livresque n'est pas forcément totalement différente d'un individu à l'autre. Il y a des références communes à plusieurs individus, et même des références communes parfois à toute une société ou à une classe sociale donnée. Et ces références communes passent en particulier par l'éducation, elles passent par les institutions, elles passent par la presse, elles passent par la conversation. Cette bibliothèque mentale qui existe au niveau social et au niveau culturel, cette bibliothèque mentale porte un nom. C'est ce qu'on appelle le canon. Le canon, à savoir un ou plusieurs ensembles d'œuvres qui font référence dans un groupe social donné pour des usages spécifiques. Le canon est donc un cas particulier de bibliothèque mentale. C'est une bibliothèque mentale collective. Et nous voyons, j'ai tenu à l'indiquer dans le schéma, qu'il y a des interactions très fortes entre les bibliothèques mentales individuelles, les bibliothèques mentales collectives, les canons, et tout cela a des interactions par rétroaction aussi sur la constitution de l'archive. Et ces interactions, ces actions sont évidemment extrêmement puissantes et extrêmement intéressantes pour nous. Nous voici en effet avec des définitions précises de 5 niveaux différents que je reprends dans l'ordre. Au plus haut, d'un point de vue fictif ou métaphysique, la bibliothèque de Babel. Un degré plus bas, vous avez le passé avec un grand P, la totalité, le totum, l'hypoarchive. Puis, vous avez l'archive, proprement dite, avec un grand A, à savoir l'ensemble des bibliothèques matérielles ou visibles. Et de là procèdent les bibliothèques mentales individuelles et les canons socio-culturels. Et l'archive, les bibliothèques mentales, les canons sont en fait dans une relation triangulaire. Ces définitions étant données, le travail de réflexion peut enfin commencer. Et les questions commencent déjà à fuser. Comment passe-t-on d'un niveau à l'autre? Peut-on reconstituer le passé ou la totalité à partir de l'archive? Et comment l'archive est-elle constituée à partir du passé? Quel rapport entre la bibliothèque mentale et le canon? Quel rapport entre la bibliothèque matérielle et le canon? Comment la bibliothèque mentale se forme-t-elle à partir de l'archive? Et le canon d'aujourd'hui est-il l'archive de demain? Le canon d'aujourd'hui est-il l'archive de demain? Eh bien, les questions d'aujourd'hui formeront le cours de la semaine prochaine. Je vous remercie.